Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité renouvelée à Matin d'Éden. Tout de suite, nous démarrons ce programme qui dure 2 heures par la revue des Unes des journaux. Une présentation de Ibrahim Orouna. Bonjour. Bonjour, tranquille. La première une que nous allons vous servir, c'est bien celle du quotidien La Nouvelle Tribune. Amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour et bienvenue sur la une des journaux que nous démarrons avec le quotidien La Nouvelle Tribune qui revient sur l'affaire cocaïne avec cette sortie de Djogbeno qui explique le mutisme du gouvernement. 4 jours après le dénouement de l'affaire de cocaïne accablant, Sébastien Adjavon, le président du patronat béninois Joseph Djogbeno, s'est donc expliqué hier. Construction du nouveau siège du Parlement, les raisons de la suspension du contrat de l'entreprise Sero SA. Le potentiel. Point de presse conjoint des ministres Djogbeno et Tonato au sujet de la construction du nouveau siège du Parlement. Le chantier réclame encore plus de 18 milliards de francs CFA. Le chantier réclame encore plus de 18 milliards de francs CFA. Le conflit donc entre peuls transhumants et producteurs dans les collines. Le préfet, nous voyons, sensibilise les acteurs. Construction donc, nous sommes avec Nord-Sud Quotidien qui nous parle, qui revient sur la construction du siège du Parlement. Après le gâchis, un besoin de 41 milliards pour la finition. Le potentiel nous a parlé de 18 milliards. Voilà maintenant Nord-Sud Quotidien qui nous parle de 41 milliards. Reste à savoir qui dit la vérité entre ces deux quotidiens. On poursuit la une des journaux avec le confrère de la matinée qui met en manchette « Suspecté, les fouilles hier du 3e conteneur de Common SA n'ont rien donné ». Suspecté, les fouilles hier du 3e conteneur de Common SA n'ont rien donné. Projet d'une flotte de taxis dans les grandes villes du Bénin. La mort programmée des taxis motos, c'est bien une interrogation que se pose donc le confrère de la matinée. Projet d'une flotte de taxis dans les grandes villes du Bénin. La mort programmée des taxis motos, c'est bien une interrogation du quotidien. La guérite à présent. Développement local, lenteur des travaux de pavage à Sakété. Développement local, lenteur des travaux de pavage à Sakété. Non-paiement des allocations aux jeunes volontaires, environ 3000 jeunes volontaires impayés. Cette information est à lire bien sûr sur votre quotidien La Guérite de ce jour. L'affiche du jour affiche donc justement sur sa une aujourd'hui, investissement public dans le budget de l'État, plus de 800 milliards de francs CFA au titre de 2017, une augmentation de plus de 170% par rapport à 2016. Affaire Adjavon, le ministre Djogbeno s'explique sur le silence du gouvernement. Le matinal à présent. Gestion des audits commandités par le gouvernement. Les résultats transmis au procureur. Le journal nous parle que les résultats issus des audits commandités par le gouvernement ne seront pas publiés, pourrait-on comprendre à travers les propos du garde des Sceaux. La justice fera donc son travail car l'exécutif entend vraiment punir et au lieu de faire de faux bruits. C'est ce qu'on peut comprendre des explications données hier par le garde des Sceaux, Djogbeno Joseph. Commune de Djidja, le vote de défiance du maire a lieu lundi. C'est une information donc sur la commune de Djidja et le matinal nous informe que le vote de défiance du maire aura lieu lundi prochain. On prend donc le rendez-vous. Insécurité routière grandissante. Les émigrants de Cotonou invités à se faire recenser. Tranquille, on met un terme à cette une des journaux avec l'économiste qui nous parle de la présentation du programme d'investissement public au Parlement et dit que Bio Tchané défend un ambitieux PIB de 808 milliards de francs CFA pour 2017 contre 280 milliards de francs CFA en 2016. Merci.
Merci à vous, Ibrahim Orounam, pour nous avoir présenté le point complet des sujets décryptés dans les colonnes des canards, paru ce jour et parvenu à la rédaction de DEN Télévision de Diaspora FM. On comprend donc que la plupart des canards se sont donc intéressés à cette sortie médiatique du garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Joseph Djogbenou. Merci de nous rejoindre sur DEN Télévision. Voici la revue de presse internationale. La revue de presse internationale sur nos antennes reste dominée par l'actualité aux États-Unis et nous démarrons avec cette photo que nous propose le Figaro qui choisit cette photo de Donald Trump qui regarde de profil la Maison Blanche, qui loigne donc le fauteuil présidentiel des États-Unis d'Amérique. En tout cas, les premières tendances tombent déjà depuis quelques heures. Figaro écrit « Élection américaine 2016, Donald Trump distance Hillary Clinton dans la course à la Maison Blanche ». C'est la conclusion donc du quotidien français Le Figaro. Élection américaine 2016, Donald Trump distance Hillary Clinton dans la course à la Maison Blanche. C'est une information publiée donc par Le Figaro. Nous poursuivons la revue de presse internationale avec ce titre de www.africatv.net qui s'intéresse également de près à tout ce qui se passe aux États-Unis, la plateforme qui s'intéresse à l'Afrique qui gagne, à l'actualité de l'Afrique qui gagne, écrit donc victoire de Donald Trump à la présidentielle. Le cauchemar devient réalité. Victoire de Donald Trump à la présidentielle. Le cauchemar devient réalité au bout de presque 18 mois d'une campagne électorale qui aura atteint une violence rare. Les électeurs américains étaient appelés ce mardi 8 novembre à élire le successeur de Barack Obama, le 45e président des États-Unis, de nouveau inquiété dans les dernières encablures de la campagne par le scandale des emails. Hillary Clinton avait bénéficié largement du soutien du camp présidentiel, mais les grandes tendances montrent qu'elle est en difficulté actuellement. La plateforme www.africatv.net tire sa conclusion à travers ce titre. Victoire de Donald Trump à la présidentielle, le cauchemar devient réalité. Rappelons que les dépouillements continuent dans certains États. On aura toutes les précisions au cours de cette journée. Et puis nous poursuivons dans la même veine avec cette actualité aux États-Unis, toujours avec le Figaro.fr qui s'intéresse à la réaction, en tout cas du Kremlin. Les Russes préfèrent Trump à Clinton. Les Russes préfèrent Trump à Clinton, mais le Kremlin se méfie des deux. Les Russes préfèrent Trump à Clinton, mais le Kremlin se méfie des deux, poursuit le Figaro. Et puis à la une du courrier international qui est donc en direct depuis les États-Unis, vous voyez cette photo, l'inquiétude qui se lit sur le visage de certains électeurs. Cette photo, donc vous avez donc constaté que la plupart les visages que nous voyons là sont totalement inquiets. En direct, 244 grands électeurs pour Trump, 215 pour Clinton. 244 grands électeurs pour Trump, 215 pour Clinton, constate courrierinternational.com. Loin de l'actualité aux États-Unis, intéressons-nous à présent aux sujets qui font l'actualité en Afrique. Gambie présidentielle, le candidat unique de l'opposition démissionne de son parti. Le candidat unique choisi par l'opposition en Gambie pour affronter à l'élection présidentielle de décembre le chef de l'État sortant, Yahya Jammeh, a annoncé mardi avoir démissionné de son parti afin de représenter toute la coalition. Voici la photo choisie par www.africatv.net pour illustrer cette information. La principale figure de l'opposition démissionne de son parti pour mieux faire face donc au président de la République, Yahya Jammeh, candidat à sa propre succession. Et puis en Côte d'Ivoire, après le vote, la victoire du oui, parlant bien entendu de la Constitution, la nouvelle loi fondamentale voulue par le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État, a posé le dernier acte qui ouvre les portes donc de la Troisième République. Côte d'Ivoire, le président Ouattara promulgue la nouvelle constitution ivoirienne
approuvé par référendum le 30 octobre dernier, a été promulgué mardi par le président Alassane Dramane Ouattara lors d'une cérémonie au palais présidentiel à Abidjan. Devant le gouvernement et des représentants de l'État, le président ivoirien a signé le test de promulgation. Côte d'Ivoire, le président Ouattara promulgue la nouvelle constitution. En République démocratique du Congo, on parle de l'attente. Les populations sont dans l'attente du successeur de Matata à Ponyo à la primature. La nomination d'un nouveau Premier ministre qui sera chargé d'organiser le scrutin présidentiel reporté en République démocratique du Congo devrait intervenir dans une semaine, ont annoncé mardi les chefs des délégations de la majorité de l'opposition au dialogue national. RDC, République démocratique du Congo, dans l'attente du successeur de Matata Ponyo à la primature. Nous allons boucler notre revue de presse avec ces titres que nous propose www.izf.net qui s'intéresse au Nigeria et annonce Nigeria 36 personnes tuées par des voleurs de bétail présumés. 36 personnes tuées par des voleurs de bétail présumés. 36 personnes ont été abattues par balle dans l'état de Zamfara, dans le nord du Nigeria, par des voleurs de bétail présumés, ont annoncé mardi le gouvernement et des habitants. C'est une information que nous propose ce jour, www.izf.net. Et puis, le monde Afrique, loin de l'actualité au Nigeria et des États-Unis, s'intéresse au Kenya. Au Kenya, des kilowatts pour produire des tonnes de cartes, des kilowatts pour produire des tonnes de cartes traversées d'une Afrique bientôt électrique. Un cultivateur prédit un boom de la plante psychotrope grâce à l'arrivée du courant au Kenya, des kilowatts pour produire des tonnes de cartes. Voici la photo choisie pour illustrer cette information que nous propose le monde Afrique. C'est sur cette image que nous bouclons la revue de presse internationale. Et merci de garder votre position d'écoute. Matin d'Éden se poursuit. À suivre dans un instant le bulletin de l'information qui sera présenté par Antoinette Sagbo. Entre autres sujets à décrypter, on parlera notamment des réformes à l'université d'Abomey-Calavi, sans oublier l'opération de contrôle anti-pollution annoncée par le ministre du cadre de vie. On s'intéressera également, on va faire le constat de l'exposition de l'essence frelatée aux abords des voies, un phénomène qui prend de l'ampleur, en tout cas à Cotonou et un peu partout au Bénin. Voici le bulletin de l'information. Chaque jour, nous au Bénin. On a donc à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG. Le résumé de l'actualité nationale et internationale sur Eden Télévision et Diaspora FM. Merci de votre fidélité renouvelée à nos programmes. Direction de l'université d'Abomey-Calavi pour parler des réformes en cours. Antoinette Sagbo, bonjour. Tranquille Akad Benotin, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec ce sujet que nous démarrons le bulletin de l'information. Bien sûr. À la rentrée inaugurale du 7 octobre dernier à l'université d'Abomey-Calavi, des réformes ont été annoncées. Au nombre de celles-ci, la division en deux entités de l'ancienne faculté des lettres
arts et sciences humaines et l'étude des dossiers pour le recrutement des nouveaux bacheliers. Aujourd'hui, ces réformes sont mises en exécution. Qu'en est-il réellement et quelles en sont les implications pour les étudiants? Les détails dans ce reportage. La flash ne sera plus la grande flash. C'est une décision discutée déjà depuis fort longtemps avec les collègues de la flash. La flash va s'éclater en instituts de plus en plus spécialisés. Ainsi s'exprimait le vendredi 7 octobre dernier à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Brice Saint-Saint. Cette volonté clairement affichée a été soutenue par le gouvernement. C'est par décision gouvernementale que la flash a été scindée en 2 facultés autonomes. Par arrêté numéro 731 et arrêté numéro 732, la flash a été scindée. L'arrêté 731 a créé une nouvelle faculté qu'on appelle faculté des lettres, langues, arts et communication. Et l'arrêté 732 a créé la faculté des sciences humaines et sociales. Il y a 2 instituts qui ont été créés, à savoir l'Institut de géographie et d'aménagement du territoire, l'Institut des arts, et ça s'appelle IMAC. Donc en réalité, la flash actuellement est scindée en 4 entités autonomes et 2 entités non autonomes sont en train d'être créées et les dossiers se trouvent au niveau de notre ministère, à savoir le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais cette réforme est confrontée aux problèmes d'infrastructure et à l'éternel problème de manque d'enseignants de qualité. Toutes les 2 facultés et les instituts sont donc logés dans les locaux qui abritaient la grande flash. Dans le même temps, une autre réforme concernant le recrutement des étudiants dans les facultés fait débat. Nous avons un taux d'encadrement le plus fort, un enseignant pour 1000 voire 2000 étudiants. Ce qui nécessite naturellement que pour que les étudiants travaillent dans de très bonnes conditions, que on essaie de régler la question du taux d'encadrement. Résoudre la question du taux d'encadrement suppose donc qu'on ne peut pas accueillir tous les étudiants. Chaque département donc a élaboré des critères spécifiques. Et c'est ces critères-là que nous allons appliquer. Au premier abord, nous recevons tous les dossiers. Et on fait le tamis. Que deviendront donc les bacheliers qui, au terme de l'étude de dossier, ne seront pas autorisés à s'inscrire? Seul le gouvernement peut répondre à cette question, nous a déclaré le professeur Flavien Gbetto, doyen de la nouvelle faculté des lettres, langues, arts et communication. Un reportage de Fréjus Serloin et de Fréjus Fiorci. Volet environnement dans ce bulletin de l'information. Des opérations de contrôle anti-pollution vont démarrer cette semaine au Bénin. Il s'agit des contrôles de réglage des moteurs et de pots d'échappement. L'objectif est de limiter la pollution de l'air par les fumées de moteurs, responsables en partie du réchauffement climatique. Voici les précisions dans ce reportage de Corneille Aïssé. La pollution de l'air par les gaz d'échappement aggrave les effets du réchauffement climatique au Bénin. La fumée dégagée par les pots d'échappement renferme des quantités importantes de monoxyde de carbone, du dioxyde d'azote et des particules d'hydrogène qui se concentrent dans l'atmosphère, dégradant ainsi la qualité de l'air respiré, surtout à Cotonou, le plus grand centre urbain du pays. La pollution atmosphérique, généralement, c'est la pollution atmosphérique due au transport. Et c'est ça qui est la partie la plus importante de cette pollution atmosphérique. Donc, il serait important que chacun de nous fassions un effort au moins pour l'entretien et la maintenance de nos moyens de déplacement.
Une étude réalisée en 2013 dans les plus grandes villes du Bénin, à savoir Cotonou, Porto-Novo et Parakou, sur le taux d'émission du monoxyde de carbone et des hydrocarbures révèle que sur plus de 14 000 véhicules contrôlés, 54,5% sont pollueurs. Face à cette situation, les autorités béninoises ont pris plusieurs dispositions. Vous avez une moto à 4 ans aujourd'hui, le gouvernement ne perçoit rien comme taxe en ce qui concerne ces motos pour encourager nos compatriotes, nos citoyens à avoir des motos à 4 ans. En dehors de ces motos à 4 temps, nous avons pris des mesures en ce qui concerne les véhicules à peau catalytique. Vous ne pouvez pas importer au Bénin des véhicules qui ne sont pas munis de peau catalytique. En dehors des véhicules à peau catalytique, le gouvernement a pris d'autres mesures. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas importer depuis 2003 des véhicules qui ont plus de 10 ans si c'est des légers et qui ont plus de 13 ans si c'est des poids lourds. Malgré ces mesures et toutes les sensibilisations, les fumées de moteurs continuent de polluer l'air au Bénin avec beaucoup de risques sur la santé de la population. D'où la prise des mesures coercitives par des opérations de contrôle et réglage qui démarrent ce mois de novembre. Cette pollution atmosphérique crée beaucoup de dommages à la santé des populations que nous sommes et à l'environnement aussi. Et pour ce faire, et comme la loi exige le contrôle, exige même des punitions par rapport à ça, et comme nul n'est censé ignorer la loi, alors il faut appliquer les tests pour que nous puissions, n'est-ce pas, respirer de l'air pur. La loi prévoit que si vous avez une moto, donc 2 roues ou 3 roues, donc il s'agit des cylindres supérieurs à 100 mètres cubes, inférieurs à 100 mètres cubes et supérieurs à 100 mètres cubes, donc 2 roues et 3 roues, vous payez 10 000 francs. Quand vous êtes dans un véhicule léger, personnel, vous êtes à 20 000 francs. Quand vous êtes taxi, vous êtes à 25 000 francs et pour les poids lourds, vous êtes à 35 000 francs. Combattre la pollution de l'air, c'est contribuer à lutter contre le réchauffement climatique, un problème environnemental d'ordre mondial. Faisons à présent ensemble le constat de l'exposition de l'essence aux abords des voies, un phénomène qui a retenu l'attention d'une équipe de reportage de notre rédaction. Le constat est unanime. Les abords des voies, routes et ruelles sont occupés par plusieurs dizaines d'étalages de vente d'essence de contrebande, encore appelée essence payo. Moria Nouagua fera ressortir la différence entre la qualité de l'essence fournie par les stations-service et l'essence frelatée dans ce reportage. Chaque jour, des milliers de véhicules sont approvisionnés en essence, soit dans les stations-service ou aux abords des routes en essence de contrebande communément appelée paillon. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait entre autres la différence entre l'essence vendue dans une station-service et l'essence de contrebande? Il y a 2 volets dans cette histoire de essence paillon ou pas paillon là. Si vous avez tiré votre essence à la raffinerie, d'accord? Vous avez transporté jusqu'à, je ne sais pas quoi, dans une citerne et quelqu'un vient avec un bidon, alors que l'autre va avec sa citerne pour déposer dans une station-service. Ce n'est pas la même chose. Quelle précaution celui qui a amené les bidons a prise? Le rapport qualité entre l'essence de contrebande et l'essence d'une station-service se réduit-il seulement aux conditions de transport du liquide? Là où on peut parler d'essence frelatée, dit payola, c'est si vous allez au Nigeria, dans le delta, vous allez voir que les gens font eux-mêmes la distillation. Vous convenez avec moi que dans ces conditions, compte tenu de du fait que j'ai dit que c'est une question de température, je ne crois pas que ces gens qui font la distillation, comme on fait la distillation du vin de palme pour avoir le soda-bi, aient les dispositifs pour contrôler la température de sortie de tel ou tel produit. Le reste, c'est des manipulations. Il y en a qui ajoutent du pétrole, de l'empan. Bon, là, c'est vraiment du prélaté. Les propriétaires des véhicules sont-ils alors conscients du rapport qualité qui existe entre les 2 types d'essence? L'essence paillon, tout le monde l'utilise. Mais on constate que à la fin, il y a des déchets qui endommagent le moteur. La fois dernière, j'avais eu un problème et mon mécanicien m'avait suggéré que c'était l'essence paillon qui est à la base de ce problème. histoire de pompe à essence, ça m'a traîné, on a acheté 5 avant que ça ne marche.
Malgré les dommages que créent selon les usagers de nos routes l'essence de contrebande au moteur des véhicules, certains ne sont pas prêts à s'approvisionner dans les stations. À la station, des fois, il ne met pas la quantité suffisante au moteur. Que pense alors le chef station Étoile Rouge de cette idée? C'est des machines. Les machines peuvent débiter en trop ou bien en moins. In fine, chacun est libre de choisir entre l'essence de contrebande et l'essence vendue dans nos stations-service. Mais il est mieux de préserver son moteur des pannes régulières afin d'éviter de laisser traîner sa voiture au beau milieu des chaussées comme l'on en observe souvent dans la ville de Cotonou. Un reportage de Maury Agoua et de Damien Pedro. Hors du Bénin, la nouvelle constitution ivoirienne a été promulguée ce mardi par le président Alassane Dramane Ouattara. Approuvée par référendum le 30 octobre dernier, la nouvelle constitution a été promulguée par le chef de l'État lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan. Devant le gouvernement et des représentants de l'État, le président Alassane Dramane Ouattara a signé le texte de promulgation qui donne naissance à une troisième république. La nouvelle constitution a pour but de tourner la page d'une décennie de crise politico-militaire et en clarifiant les conditions d'éligibilité du président. Suivons ici la déclaration du président. Les promesses de la Troisième République sont des promesses de paix, de stabilité, d'égalité et de modernité. Cette nouvelle constitution nous permettra également de renforcer la cohésion sociale. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, des propos recueillis par nos confrères de l'agence France Presse. Puis le Sierra Leone a commémoré avec 3 minutes de silence à la fin de l'épidémie d'Ebola déclarée il y a un an. Dans les 3 pays les plus durement touchés par la crise de l'Ebola, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, de nouveaux cas sont apparus après la déclaration de fin de l'épidémie. Suivons cet extrait pour mieux nous en convaincre. As we restored basic health services, alors que nous avons restauré les services de santé et gardé le nombre de cas d'Ebola à 0, nous avons pris les mesures pour créer un filet de protection pour les plus vulnérables de la société, y compris les survivants d'Ebola. Nous avons également alloué des ressources au secteur des affaires, débutant le processus pour redémarrer ce moteur indispensable à la croissance économique. Une évaluation indépendante a montré que la première phase de notre programme de reprise a été un grand succès. Aujourd'hui, alors que nous nous arrêtons à nouveau pour nous souvenir des milliers de Sierra-Léonais qui ont perdu la vie à cause d'Ebola, nous devons aussi nous souvenir du sentiment d'unité nationale que nous avons découvert au cours de cette période. Au Sud-Soudan, au moins 13 morts ont été enregistrés lors d'une fusillade survenue ce week-end dans un bar à Djouba. L'annonce a été faite ce lundi par la police qui précise que cette fusillade a eu lieu dans un bar pendant la retransmission d'un match du championnat anglais de football. Commentaire Ibrahim Orunam. C'est dans un quartier pauvre dans la périphérie sud-ouest de Djouba que la fusillade s'est produite vers 21h. Son auteur, un homme furieux et visiblement ivre. Les témoins décrivent la scène. Il y a des coups de feu. Je me suis mis au sol. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Des gens tentaient de sortir en courant. Je me suis levé, mais je ne trouvais personne. J'ai vu des gens par terre, peut-être 6 personnes. J'étais la 7e. Je suis sorti et j'ai marché sur quelqu'un. Il n'a pas bougé. Quand il n'a pas réagi, je savais qu'on lui avait tiré dessus. Je suis sorti et j'ai vu d'autres personnes au sol. Il y a déjà eu des problèmes avec le générateur par le passé. J'ai vu quelqu'un au sol devant la porte. J'ai couru vers les kiosques là-bas et j'ai vu quelqu'un d'autre gisant au sol. Selon les informations données par la police et recueillies par l'AFP et l'agence France Presse, l'homme aurait été empêché d'entrer dans le bar par le gérant pour n'avoir pas payé le droit d'entrée.
La vérité, c'est qu'il est arrivé derrière le club et a ouvert le feu sur les gens qui regardaient le foot. Il a tué 7 personnes du coup, puis nous avons emmené les autres à l'hôpital où le nombre de victimes est passé à 11. Il y a 8 blessés. Nous sommes bouleversés par ce qui s'est passé. L'homme est parvenu à s'enfuir, mais une enquête conduite par la police est actuellement en cours pour le retrouver. Nos agents de sécurité et l'armée sont à la recherche de ce criminel. Ce qu'il a fait est inadmissible et on ne va pas le laisser s'échapper. Nous devons retrouver ce criminel pour l'amener devant la justice et que nos citoyens sachent que le gouvernement travaille dur. On ne restera pas les bras croisés. On va retrouver ce criminel qui a fait ça. Depuis le début de la guerre civile il y a 3 ans, l'insécurité dans la capitale sud-soudanaise s'est accentuée. Milices armées et gangs criminels sont toujours présents dans la ville. Hier, 8 novembre 2016, les Américains étaient conviés aux urnes pour désigner le prochain président des États-Unis, le successeur de Barack Obama. Ce mardi 8 novembre, les électeurs américains qui n'ont pas voté par anticipation étaient aux urnes pour faire de la démocrate Hillary Clinton la première femme présidente des États-Unis ou donner les clés de la Maison-Blanche au républicain et populiste milliardaire Donald Trump. Reportage Fréjus Seron. À Washington comme à New York et dans bien d'autres États, les électeurs américains ont voté pour désigner les futurs dirigeants de leur exécutif. Cette journée met un terme à une longue campagne qui a divisé les États-Unis et le résultat de cette élection est attendu avec crainte dans le monde entier car les deux candidats au poste de président des États-Unis d'Amérique ont des visions souvent radicalement opposées sur l'avenir de la première puissance mondiale. J'ai voté pour le Parti libertaire. Je ne trouvais pas qu'Hillary et Donald étaient les meilleurs, mais j'espère qu'après aujourd'hui, on aura quelqu'un de qualifié pour le poste. J'ai voté pour Donald Trump. On a besoin de changement. Le Parti démocrate n'a rien fait pour nous, même si j'ai voté 2 fois pour eux. Je suis très déçu par eux. J'ai voté pour Hillary. Je trouve qu'elle est qualifiée. Je trouve qu'elle a fait plein de choses et c'est une femme super. Je ne vote pas pour elle seulement parce qu'elle est une femme, mais pour ce qu'elle dit. Alors que son colistier et candidat à la vice-présidence américaine, Tim Kaine, a voté dans son fief de Richmond en Virginie, la candidate démocrate à la présidentielle américaine Hillary Clinton a voté peu après 13h GMT dans une école près de son domicile de Chappaqua, dans l'État de New York. Je sais que cela implique beaucoup de responsabilités et tellement de gens comptent sur le résultat de cette élection, ce que cela signifie pour notre pays, et je ferai de mon mieux si j'ai la chance de gagner aujourd'hui. Le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, quant à lui, a voté peu après 16h GMT dans un bureau de vote à Manhattan où il a été accueilli par un mélange d'applaudissements et de huées. Les Américains ont également voté pour le Congrès et divers référendums locaux. Intéressons-nous à présent au processus du scrutin aux États-Unis. Le mode d'élection est bien particulier. À présent, faisons un zoom sur le système électoral, pas comme les autres commentaires. Élection la plus suivie au monde, le scrutin présidentiel américain repose sur le principe des grands électeurs. Leur nombre varie d'un État des USA à un autre en fonction de la taille des populations. 55 en Californie, ces grands électeurs sont moins nombreux en Floride, où ils ne sont que 29, tandis que le Vermont, l'Alaska et le Delaware n'en possèdent que 3. Le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés dans un des 50 États rafle la totalité de ces grands électeurs, sauf dans 2, le Nebraska et le Maine, où ces grands électeurs sont attribués à la proportionnelle. 270 grands électeurs sur les 538 que comptent les États-Unis d'Amérique sont alors nécessaires pour devenir président des USA. Voilà un commentaire de Judicaël Polycap Haïdine, vous le savez, hein, ces grands électeurs dont il parlait dans son reportage désigneront le 19 décembre prochain celui ou celle qui sera élu ce 8 novembre président de la, en tout cas président ou présidente
des États-Unis le 20 janvier 2017. Il ou elle entrera en fonction. Pour l'heure, vous le savez, les deux candidats sont au coude à coude. Les Américains attendent impatiemment les résultats. Et Donald Trump, le candidat des Républicains, a gagné la plupart des grands électeurs. La plupart des grands électeurs sont en sa faveur. Affaire à suivre, donc. Direction la Russie. Les crimes financiers et espionnage politique sont au cœur des débats dans ce pays. Agence mondiale antidopage, Comité national du Parti démocrate américain ou encore le géant du web, Yahoo, les coups d'éclat réels ou présumés des hackers russes se multiplient ces derniers mois. Souvent accusés de travailler pour le Kremlin, propulsés au rang de meilleurs hackers du monde, les cyberpirates russes opèrent avant tout en Russie, un phénomène qui inquiète à Moscou. Reportage. À Moscou, un séminaire consacré à la cybercriminalité. Experts en tout genre échangent leurs points de vue et évoquent la récente notoriété internationale des hackers russes. C'est juste un sujet en or pour les hommes politiques américains et pour les médias. Ils peuvent parler des hackers russes, de leur connexion avec le Kremlin. Mais pour nous, il n'y a aucune preuve de cette connexion. Et il n'y a même aucune preuve de l'existence de ces hackers. Roman Dobrokotov n'est pas du même avis. Cet ancien militant de l'opposition affirme avoir subi plusieurs attaques de hackers depuis 2014, des attaques qu'il attribue au Kremlin. Cela fait partie de la guerre de propagande dont l'objectif est de jeter le discrédit sur les sources. Ces sources grâce auxquelles la société russe apprend l'existence de liens criminels et de cas de corruption au sein des autorités russes. Et si on regarde qui sont ces cibles, il n'y a que le gouvernement russe pour s'intéresser à elles, personne d'autre. La principale activité des hackers reste le crime financier. D'après la Banque centrale russe, le nombre d'attaques de ce genre contre les entreprises, banques et particuliers a augmenté en Russie de 120% ces 3 dernières années. Je ne parlerai pas de hackers russes, mais plutôt de gens qui parlent russe et qui ont été formés par le système soviétique d'enseignement. Tous ces gens sont très inventifs, y compris malheureusement dans le domaine de la fraude. Yuri Namesnikov travaille depuis 7 ans chez Kaspersky, le géant russe de la cybersécurité. La multinationale évalue à 720 millions d'euros le montant minimum dérobé par les hackers russophones sur la planète entre 2012 et 2015. Aujourd'hui, ils se manifestent de plus en plus sur le marché international. On voit comment les hackers russes collaborent avec les Brésiliens, les Chinois et les Européens. Les hackers n'ont pas de frontières. Pour les arrêter, on a besoin d'une coopération étroite entre les États. D'après Kaspersky, la lutte globale contre ce phénomène est encore balbutiante, ce qui fait le bonheur de tous les hackers, qu'ils soient russes ou pas. Des êtres humains, on en tue presque tous les jours en Syrie. Des bâtiments, infrastructures publiques, on en détruit. Loin des crépitements de balles, à Alep, les Syriens font de petits jobs pour survivre. Privés de tout, sans aide alimentaire humanitaire depuis le 7 juillet, les habitants font face tant bien que mal aux pénuries de carburant, d'électricité, de produits alimentaires et même de cigarettes. Les habitants des quartiers rebelles d'Alep rivalisent d'imagination pour survivre à l'encerclement imposé par le régime. Reportage. Dans son atelier à l'est d'Alep, Abou Rahmo crée un générateur d'un autre genre. Il soude une dynamo de voiture à l'arrière d'un vieux vélo pour charger des batteries. Après une première démonstration chez le client, il vend son invention pour une vingtaine d'euros. Nous n'avons pas d'électricité et pas de générateur électrique. Je suis mécanicien, alors je prends la dynamo de ma voiture et je la mets sur un vélo pour charger une batterie qui éclaire des lampes à LED. Si je trouve un onduleur et si la batterie est pleine, je peux fournir assez d'électricité pour une machine à laver. Depuis juillet, les 250 000 habitants des quartiers est d'Alep, tenus par les rebelles, sont assiégés par les forces du régime de Bachar al-Assad. L'approvisionnement en nourriture, diesel ou aide humanitaire est devenu impossible après déjà plus de 5 ans de guerre. Pour survivre, c'est la débrouille. Khaled Kourdia a trouvé un moyen de remplacer les bouteilles de gaz pour son four. Nous avons été forcés de revenir à l'ère préhistorique. Nous récupérons des jerrycans d'huile vides, creusons un trou dedans pour installer un ventilateur qui dirige le feu dans une certaine direction. Ça permet d'économiser du bois et d'avoir un feu un peu plus fort.
À quelques rues de là, Amir compense les prix élevés de la nourriture par un jardin sur son toit, fait de boîtes en polystyrène. Le prix du sucre a été multiplié par 10 et les légumes coûtent au moins 5 fois plus cher qu'avant le siège. J'ai acheté des graines et les ai plantées sur le toit de ma maison. J'élève aussi des poulets. Aujourd'hui, j'ai du persil et des radis. Et bientôt, j'aurai aussi des épinards et des blettes. Alep a été ravagée par la guerre qui a fait plus de 300 000 morts et déplacé la moitié de la population. Et sans solution en vue, ses habitants assiégés et épuisés vont devoir trouver de nouveaux stratagèmes pour survivre. Ainsi va l'actualité sur EDEN Télévision et Diaspora FM. Merci à vous, Antoinette Sagbo, de l'avoir présenté. Merci, Tranquille à 4 Bénotin. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. À demain. Prochain rendez-vous de l'actualité sur EDEN Télévision, 10h, 13h, 17h, 20h, 23h30 à 10h. Ce rendez-vous nous sera présenté par Corneille Haïtien. Matin d'Eden se poursuit. Vous le savez, tous les travaux de lotissement sur l'ensemble du territoire national ont été donc suspendus par le gouvernement de Patrice Talon pour éviter les frustrations. Le conducteur de ZEM que vous allez suivre dans la rubrique On vous aime a choisi d'opiner sur le sujet. Maintenant, il y a là, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Parce que c'est le problème de tromper les gens. À cause de cela que notre président a déjà parlé d'arrêter le lotissement d'abord. Parce qu'il y a les gens qui trompent les gens à cause de les carrés. Donc, ce n'est pas tous les gens qui en ont de l'argent pour payer. Donc, si les gens trompent les gens là, après là, il y a les problèmes. Donc, notre président a dit d'arrêter d'abord. Si nous avons pensé pour les choses là, il va commencer le lotissement. Ou bien, c'est ça, non? Ou bien, c'est ça, non? Le Zema Palais Moriagua. Bonjour. Bonjour, Tranquille à 4 Bénotin. Bonjour, téléspectateurs d'EDEN TV. Oui, c'est ça, non? Oui, c'est ça, c'est ça. Poule. Poule. Antoinette Sagbo, il a parlé, le conducteur de taxi moto. Le conducteur de taxi nous repose la question. À vous de le répondre. Je pense qu'il a parfaitement droit de vouloir comprendre ce qu'il en est dans ce domaine. Je rappelle que le niveau de langue importe peu. L'exercice de leur permettre d'opiner sur les sujets d'actualité sur le plan national et international parce qu'ils sont considérés comme les premiers consommateurs de la presse. Oui. C'est bien cela. C'est bien cela. On le remarque bien. Là où on voit les journaux, au kiosque, on les voit en train d'échanger, en train de discuter. Ils ont forcément leur point de vue sur l'actualité nationale et internationale. Imaginez ce qu'ils seront en train de dire par rapport aux élections aux États-Unis ce matin. Bon, de toutes les façons, on va recueillir le point de vue dans les kiosques de Cotonou. Moriagua, vous êtes là pour la rubrique Pousser la chansonnette. À qui vous avez tendu votre micro aujourd'hui? Tranquille à 4 Bénotin, vous savez que de temps en temps, nous repartons dans nos archives pour aller rechercher certaines personnes qui ont pris par ici ou à qui on a tendu notre micro ailleurs. Et ce matin, nous allons suivre un doyen. Il est journaliste sportif. Il est dans le métier depuis plusieurs années. Son nez pépéripé. Et c'est de lui que je voudrais parler. C'est lui qui a poussé la chansonnette. Zogbeaja ekalia wole nemido zogbeaja kola jikade pe maso mungbede o werupe abo chanale zogbeaja ekalia wole nemido zogbeaja kola jikade pe maso mungbede o werupe abo chanale. D'abord, j'ai été scout. Ensuite, écoutez, sportif, footballeur, et avant de jouer, on chantait dans le bus, on chantait dans les vestiaires. Et quand on dit ça, tout le monde saute, et on transpire, on monte sur l'aire de jeu. Écoute, ça tourne toujours. On a connu la gloire, nous, de notre temps. On a... C'était quelle année? Dans les années 80,
70, 80, 90. Et je vous jure qu'il n'y avait pas autant d'argent dans le sport, dans le football. On a connu beaucoup de gloire, on a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il y a l'argent, mais on voit comment ça se gère. Et on pleure simplement. Allez les amis, poussons la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM. Voilà, Félix Sondé Pépéripe, communément appelé Pep. Pep, donc, qui a accepté pousser la chansonnette pour la énième fois, pour le plaisir de vous qui nous regardez sur Eden Télévision et qui nous suivez sur Diaspora FM. Il a poussé la chansonnette avec une énergie débordante. Tout à fait, son énergie qui est vraiment particulière à lui. Et je pense quand même que Sondé Pépéripe, il a de ces choses qui nous font plaisir, tels que le riz qu'il a poussé quand il a entonné la chanson. Je pense bien qu'il s'est rappelé, il s'est replongé dans ces moments-là où il fredonnait cette chanson. C'est ça qui explique ce riz avant qu'il ne continue. Il est sportif finalement en tour. Hein. Oui, il est sportif en tour, sportif dans sa voix, sportif dans ses actes et sportif au micro. Merci à vous, Maury Agua. Mais n'oubliez pas aussi de tendre votre micro à M. Félicien Roto. Il est dans l'ombre tout le temps. Il faut qu'il pose la chansonnette pour le plaisir d'Antoinette Sagbo, pour le plaisir de Sabin Chodaton, le plaisir de Kenneth Kouassi, le responsable commercial de la maison et toute son équipe et tout le reste. C'est important. Il faut le coincer. On va le faire. Il doit pousser la chansonnette. S'il fuit là, il vous entend et il va se préparer. Je pense qu'il attend que le Tranquilla 4 Benotin le fasse d'abord. Moi, j'ai déjà poussé la chansonnette ici à maintes reprises. N'est-ce pas? Merci à vous. La chanson du jour, une proposition d'un artiste de la chanson béninoise. Avant d'installer les invités pour le débat, vous le savez, il y a le gouvernement instauré la mise en place d'une flotte dans la ville de Cotonou. Les taxis pour les transports interurbains, une flotte de taxis ville à Cotonou. Pour quel intérêt? C'est la question que nous posons dans l'instant débat à faire croiser. Deux invités vont essayer de réfléchir sur le thème. Alphonse Moïse Soudé, les journalistes à Soleil FM, vous connaissez bien cette radio. Eloge Gandaro, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin, vous connaissez également ce journal. Voilà, le débat aura lieu juste après la chanson du jour. C'est ça. Elle est poète d'apa, l'obo pas d'y elle est poète d'apa, l'obo pas d'y awane le boulou coucou, a toqué un coquin, oloke uke aux enfants nous coco rio coco font baby. Elle est poète d'apa, l'obo pas d'y elle est poète d'apa, l'obo pas d'y awane le boulou coucou, a toqué un coquin, oloke uke aux enfants nous coco rio coco font baby. Nous et l'orané même bonien faut sans y moulewa, voyez l'orané même bada pour tolo moulewa. Nous et l'orané même bon mille tolo moulewa, voyez l'orané même bonien faut sans y moulewa. Dans l'y do sous camélé, dans y cho et le pébo dans pourtant non c'est que on a qu'à mêler au mimo. We vie de ton quelé, dans y cho et le pébo dans Don non se gbeye ton la ga ko mele o mi mo ati lo sun ko nule no ye jo e lo pe bonoto Jésus non se gbeye ton la ga ko mele mi mo ayin si ne to pe ton le no ye jo e lo pe noto Jésus non se gbeye ton la ga ko mele o mi mo nu we la ga pele no ye jo e lo pe noto
tono se peye ton la ka kumele o mi moi dagbe je ma wan kan ile we ka fala boye le yi ko yi de ple ba ma uche da ga kome dagbe je ma wan awa kele we fala boye le yi ko yi de ple ba ma uche da ga kome dagbe je ma wan awa kele we ka fala fala boye le yi ka ma uche bo mi me ko tole e tamina wan beno termina wa nu beno la yi ba beno on ti todo do me podo ati kan pogo jemi se do mi na yi sanu zogo ni beto pe ko beto me awa kuno so ke mi Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG.
Les infos sur Eden TV, mesdames, messieurs, bienvenue. Bienvenue dans ce journal. Mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Très ravi de vous retrouver. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV et passé d'agréables moments en notre compagnie. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG. Les infos sur Eden TV, mesdames, messieurs, bienvenue. Bienvenue dans ce journal. Mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Très ravi de vous retrouver. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV et passé d'agréables moments en notre compagnie. Chaque jour, vous êtes nombreux au Bénin, en Afrique et dans le monde à nous faire confiance. Recevez-nous sur satellite EO33, Eutelsat 33A, fréquence 108.05, symbole rate 30001, polarisation verticale. En local, bande UHF, fréquence 719.25, système de son VG. L'actualité et le décryptage de l'actualité nationale et internationale au peigne fin sur Eden Télévision Diaspora FM 102.3. Dans l'instant débat fait croiser sur Matin d'Eden, c'est tous les jours. Le thème du jour, une flotte d'état civil à Cotonou, pour quel intérêt? Mais on va faire une incursion aux États-Unis pour décrypter l'élection présidentielle. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à Cap de l'Enfin. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Je suis sûr qu'en vous réveillant ce matin, vous étiez peut-être déjà dans l'espoir de voir Hillary Clinton pulvériser, je veux dire, eh bien, les scores au niveau de cette élection américaine. Eh bien, malheureusement, Hillary Clinton est en train de peiner à vraiment prendre le dessus. Également, ce dossier qui, ma foi, a été annoncé en Conseil des ministres la semaine dernière seulement, vendredi dernier, cette flotte de taxis qui doit réapparaître à Cotonou pour permettre aux Béninois de mieux se développer dans la ville. Si nous en croyons, eh bien, cette philosophie, voilà, du gouvernement qui veut aider les populations à mieux se développer, mais beaucoup de zones d'ombre subsistent dans l'application de cette mesure, et ces deux sujets-là, nous allons les aborder au cours de ce débat pour vraiment aller au fond et en comprendre davantage, pourquoi pas. Et pour en parler, deux invités sur ce plateau. J'ai nommé Alphonse Moïse-Soulé, journaliste à Soleil FM. Bonjour. Bonjour, cher confrère. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et Eloge Gandaro, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Bonjour. Bonjour chers amis, bonjour chers amis téléspectateurs et auditeurs. Alors nous démarrons par cette actualité qui brûle actuellement. Eloge Gandaro, comment appréciez-vous la percée de Donald Trump? Bon, quelle appréciation puis-je faire? Puisque le processus continue de suivre son cours, les résultats ne sont pas encore tombés.
Je crois qu'ils sont à l'étape du dépouillement. Mais à l'étape actuelle, je crois que la surprise est déjà là. 232 contre 215. La surprise est déjà là, parce que pour la plupart des Africains, nos chers concitoyens béninois, qui penchent beaucoup plus pour Hillary Clinton, ils n'en reviennent pas. Parce que certains ont d'avance tiré les conclusions, compte tenu de tout ce qu'on a vécu pendant ces campagnes aux États-Unis. Voyez-vous, les sondages vraiment allaient en faveur. Une campagne, surtout, faut-il le rappeler, basée sur des insultes. Une campagne sur fond de violence, d'injures, de menaces, d'agressivité, surtout de la part de Donald Trump. Hillary Clinton n'avait d'autre choix que de faire sa propre défense à travers des déclarations, des révélations, c'est cela. Ce n'était pas en réalité ce que attendaient les Américains. Aujourd'hui, ils n'ont pas le choix parce que nous avons constaté que pendant cette campagne, les candidats, au lieu d'aller à l'essentiel, de parler beaucoup de leur projet de société, ce que attendent les Américains du point de vue au plan social, économique et autres, ont plutôt préféré se donner des coups. Bon, voilà les résultats qui pointent à l'horizon. Et contrairement à ce que pensaient beaucoup de Béninois et d'Africains, c'est Donald Trump qui est en train d'émerger. Pour le moment, il n'est pas encore gagnant. Mais s'il est sur le point de gagner, on ne sait pas encore quelle sera l'issue de ces élections. Bon, on n'y peut rien. Les Américains vont une fois encore surprendre le monde. S'il arrivait que Donald Trump devenait président des États-Unis, les Américains vont une fois encore surprendre le monde. C'est une démocratie qui continue de faire son chemin. Et contrairement à ce que nos frères américains se disent, je crois que c'est à raison que certains disent que, écoutez, quel que soit le président qui sera élu, n'est-ce pas, ce président sera beaucoup plus préoccupé par les problèmes des États-Unis, par le progrès des États-Unis et non par l'Afrique. Obama, on en dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, certains ont été déçus. Mais ils n'ont qu'à comprendre qu'un président américain n'est pas élu pour régler les problèmes de l'Afrique. L'Afrique doit comprendre qu'elle doit elle-même prendre des initiatives, réfléchir et se prendre en charge pour assurer son propre développement. Alors, Alphonse Soudé, ces résultats auxquels on assiste là mettent quand même en doute les sondages qui donnaient que Hillary Clinton gagnante de ces élections. Non, vous savez, quand vous suivez les derniers jours de la campagne des élections présidentielles, vous avez dû comprendre que le score était très serré. C'est vrai que ce soit Hillary, que ce soit Donald Trump, ce sont les deux mal aimés des Américains. C'est-à-dire, maintenant, il faut choisir entre deux mots, le moindre. Pourquoi sont-ils les mal aimés? Non, quand vous suivez bien la campagne, les Américains ne les aiment pas parce que, en tant que démocrate, au niveau de Hillary, Obama n'a pas comblé toutes les attentes. Et aujourd'hui, les Américains sont réticents à remettre encore le pouvoir aux démocrates parce que pendant 8 ans, Obama a géré le pouvoir, certains n'ont pas eu gain de cause. Et j'ai dit, Donald Trump, c'est un nationaliste. Et les Américains, peut-être, ont choisi de faire l'expérience d'un nationaliste. Mais c'est que c'est le drame avec qui il risque de ramener les compteurs à zéro. Il va faire mal aux minorités. Mais l'Amérique reste l'Amérique. Et les Africains n'avaient pas le droit de tourner le regard vers les États-Unis pour leur développement. Non, il revient à chacun de penser développement dans son pays. Si nous devons chaque fois nous tourner vers les États-Unis, on sera déçus. C'est vrai que moi, je n'ai pas donné Hillary Clinton gagnante parce que, vu les derniers développements lors de la campagne, je me disais que les Américains pourraient surprendre. Et je crois que Donald Trump est en train de prendre le dessus. Bon, vive l'Amérique et tant pis pour les Africains, puisqu'il a fait des menaces. Et quand il sera au pouvoir, forcément, il va mettre en application ces menaces. Il va renvoyer des gens chez eux. Il va penser d'abord aux États-Unis. Il va penser le développement de son pays. Après, il va avoir les coopérations parce qu'il va mettre en cause un certain nombre d'accords économiques. Il va mettre en cause beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on attend de voir. Mais avec ce que je viens de voir, avant d'entrer en studio, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Mais là, on constate quand même que beaucoup de monde, la plupart de ceux qui s'intéressaient aux élections américaines, voyaient déjà Hillary Clinton passer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On constate alors que les Américains, dans leur fort intérieur, savaient réellement ce qu'ils voulaient. Vous savez, il ne faut pas trop se fier aux sondages et au rapport des médias. Ce sont deux instruments qui peuvent manipuler le peuple. Parce que pendant longtemps, les médias américains ont donné Hillary
gagnante. Et les sondages ont donné Hillary gagnante. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Que c'est les médias et les sondages qui déterminent l'agenda politique. Mais aujourd'hui, les Américains ont prouvé que, bon, on peut aller au-delà des sondages. Donc, les sondages n'ont pas vraiment dit ce à quoi on s'attendait. Aujourd'hui, la réalité est là. Les Américains, une fois dans les urnes, ont choisi de ne plus confier leur sort aux démocrates. Ils ont fait 8 ans avec les démocrates. Et ils ont envie de faire une autre expérience, quitte à eux de se rendre compte qu'ils se sont trompés. Mais ils veulent faire une autre expérience. On constate aussi que ce que la France a refusé de faire, parce qu'on avait cru voir le FNL, comment dire, le Front National, voilà, le Front National au pouvoir avec, comment dire, son leader. Mais là, les Américains sont en train d'aller sur ce terrain-là. Ah mais tout à fait. Vous vous rendez compte que malgré les propos agressifs de Donald Trump, malgré ses menaces, ça n'a pas empêché les Américains de beaucoup plus voter en sa faveur. Donc les sondages n'ont été qu'un trompe-œil. Vous vous rendez compte? Tout ce que les médias nous ont fait croire, nous ont fait miroiter, ce n'est pas ça la réalité. Et pendant la campagne, il a dit à maintes reprises que les médias, la plupart des médias sont à la solde du camp démocrate. Ah oui, Trump allait foncer comme un fou. Vous voyez, c'est le monsieur, pour lui, il n'est pas question. Hillary Clinton est restée trop attachée aux principes, aux normes, aux règles, mais ce n'est pas le cas pour Donald Trump. Voyez-vous, sa campagne, il se fout des règles, il se fout des principes, mais il allait comme il entendait, quelles que soient les critiques, même dans son propre camp, le camp républicain. Certains l'ont renié, l'ont repoussé, mais malgré ça, il fonçait parce qu'il croyait. Et comme l'a souligné tout à l'heure mon confrère, et c'est la preuve que les Américains en ont assez des démocrates. C'est vrai que Barack Obama a pu faire des efforts, a pu faire quelque chose, mais il n'a pas pu combler l'attente des Américains. Mais il n'y a pas autre chose à dire. Si Barack Obama avait effectivement comblé leurs attentes et on satisfait tous les Américains entièrement, je pense que une grande majorité aurait pu aller dans ce sens-là et aller plus en faveur de Hillary Clinton. Donc c'est la preuve que les Américains sont fatigués, non seulement fatigués, mais ils ont été déçus par une politique qui n'a pas pu assurer, contribuer à leur bien-être et au développement des États-Unis. Je ne dis pas, je ne tire pas un trait rouge sur la gestion de Barack Obama. Mais écoutez, séparons-nous des sentiments et comprenons, analysons avec objectivité et comprenons que les Américains, aujourd'hui, ont dit, voilà, il vaut mieux prendre le fou, il vaut mieux prendre, comment dirais-je, celui qui est plus menaçant, puisqu'il a souligné tout à l'heure, il a promis des réformes. Il vaut mieux prendre le fou. Il a promis mettre un terme à certains accords qui ont été signés au plan international de l'Amérique avec d'autres États, le Mexique. Voyez-vous, vous voyez toute la menace qu'il a proférée à l'endroit des musulmans. La question de l'immigration, tout cela, ça fait peur. Sincèrement, les Noirs aujourd'hui, la minorité, doivent avoir le cœur vraiment très serré. Mais on n'y peut rien, c'est les États-Unis. Et le dernier mot revient au peuple américain. On aura le temps de pousser nos analyses un peu loin quand les résultats officiels seront donc proclamés. Revenons-en à notre thème qui nous intéresse au Bénin. C'est bien une flotte d'état civil à Cotonou. Pour quel intérêt? Vous le savez, le gouvernement, le Conseil des ministres a décidé de mettre en place cette flotte pour, en tout cas, pour répondre à un certain nombre de besoins d'urbanisation et de développement. À l'annonce de cette réforme, Moïse Soudé, quelle a été votre impression, votre analyse? Honnêtement, c'est un sentiment de soulagement. Parce que si vous constatez bien, dans la ville de Cotonou, les taxis interurbains ont disparu. Ils ont cédé la place aux émigrants, alors que dans la sous-région, dans les pays qui luttent pour le développement, on encourage l'utilisation des taxis. Et je crois que le Bénin est en train d'amorcer quand même ce développement-là. Parce que quand vous allez dans les pays, le Togo, le Sénégal notamment, vous allez voir que les taxis sont développés. Et cela rend un peu facile la circulation. Et cela règle des problèmes d'environnement. Vous voyez, parce qu'on n'a pas dit des taxis à acheter au port, on a dit des taxis neufs. Ça veut dire quoi? Qu'on ne veut plus des teuf-teuf, on ne veut plus des cercueils mourants qui circulent un peu dans la ville. On veut moderniser le transport. C'est vrai que cela va créer des grincements dedans, mais il va falloir qu'on aille à ce stade-là. Parce qu'aujourd'hui,
Quand on était né, il n'y avait pas Abidjan, c'était le taxi. On avait du plaisir à emprunter les taxis. Mais depuis certaines années, les taxis ont disparu. Et vous voyez pourquoi les taxis ont disparu? Est-ce qu'on a cherché à savoir pourquoi ces taxis-là, les causes de la disparition? Non, vous savez, à un moment donné, les Abidjan qui avaient pris départ de Porto Novo à rejoindre Cotonou, et les gens estimaient que, bon, les taxis avaient une phrase que les gens n'aimaient pas, je vais à Papa Edroa, c'est-à-dire que, bon, je ne vais pas dans ce sens-là. Or, aujourd'hui, quand vous appelez les ZIM peut vous conduire jusque devant votre maison. Or, les taxis, entre-temps, s'arrêtaient au bord des voies. Bon, maintenant que l'État a décidé de refaire l'expérience, on va ensemble accompagner l'État pour voir ce que ça va donner. Sauf que les ZIM vont disparaître. Les ZIM vont disparaître et il y aura question de bourse. Celui qui veut voyager dans de bonnes conditions. Parce que je dis, quand vous allez un peu à l'extérieur, ces taxis-là, je suppose que vous voulez aller à une réunion, vous n'avez pas une voiture, vous prenez ces taxis, ou vous demandez, quand vous mettez la climatisation, vous payez le prix qu'il faut, ou bien vous êtes seul à bord de votre taxi, mais vous y allez tranquillement. Vous sortez au bord de votre voie, vous pouvez trouver un taxi. Vous avez peut-être le numéro de ce taxi-là, vous les appelez. Aujourd'hui, donc, c'est une première expérience. On a dit une première étape de 300 taxis. Maintenant, moi, mon inquiétude, c'est par rapport aux infrastructures routières. Oui, on remettra aux inquiétudes, aux réserves. Sur la question. Oui, merci. Projet de création et de mise en exploitation d'une flotte de taxis, d'une flotte de taxis dans les villes du Bénin. Je crois que... Peut-on parler de projet encore, parce qu'on voit déjà les véhicules à circuler. C'est à l'étape de projet. Et comme beaucoup de citoyens, parce que les avis sont partagés, hein, les avis sont partagés, d'entrée de jeu, on peut dire que c'est une bonne chose, hein, saluer l'initiative. Parce que pour un pouvoir, n'est-ce pas, prendre des initiatives, innover, n'est-ce pas, dans le sens du développement du pays, c'est une bonne chose. Et tout le monde sait actuellement que le Bénin a beaucoup de problèmes en matière de transport. Et les problèmes en matière de transport se posent avec acuité. Les taxis civils ont disparu depuis quelques années en faveur des émigrants, hein, qui font la pluie et le beau temps dans la ville. Vous voyez tous les problèmes que ça crée, problèmes de pollution et les accidents à ne point en finir. Donc qu'un gouvernement, n'est-ce pas, réfléchisse et pense qu'il faut prendre des initiatives qui puissent faire développer le transport et assurer une meilleure qualité en matière de transport, n'est-ce pas, et aider certains conducteurs, n'est-ce pas, à se prendre en charge, je crois que c'est une bonne chose. Bon, maintenant, il faut voir tous les problèmes que ça peut créer. Parce que nous ignorons, comme le soulignait tout à l'heure mon confrère, que le projet, dans un premier volet, doit sélectionner 300 artisans, propriétaires, conducteurs, et qui pourront bénéficier des facilités au niveau des banques. Quelles sont ces banques-là qui auront des facilités pour leur permettre de le faire? Comment ça va se passer? Parce que déjà, certains se disent que, bon, ce n'est pas des marchés qui sont encore créés pour récompenser, pour satisfaire des proches, des supporters de campagne, tout ça. Comme toujours, il faut toujours je ne veux pas trop m'attarder sur ces considérations. Moi, je veux croire à la bonne foi du gouvernement. Mais ce sur quoi moi j'insiste, c'est que toute décision, tout projet doit être précédé d'une étude. N'est-ce pas? Nous avons dit que les taxis urbains ont disparu depuis quelques années. Mais il aurait fallu une étude au préalable. Je ne sais pas si ça a été fait. Étude de faisabilité, étude de marché. Bon, est-ce que si on s'y met, ça va marcher? Quels sont les problèmes quel est l'état des lieux? Quels sont les problèmes qui se posent? Les acteurs, même ceux qui sont dans le secteur, les conducteurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils vont s'intéresser à la chose? Quelles sont les difficultés auxquelles on peut être confronté lorsque le projet va entrer dans sa phase d'exécution? Il faut penser à tout ça. Parce que moi, je n'ai jamais été pour le principe, la démarche, qui est de décider dans la précipitation, les rétropédalages et de revenir sur la décision ou d'être confronté à des problèmes. Moi, je pense qu'au préalable, il faut réfléchir, mûrir le projet pour pouvoir réussir. Vous pensez que ce projet pourrait être... Il y a les problèmes d'infrastructure. J'ai parlé tout à l'heure de ceux qui sont du secteur, ceux qui sont concernés. Parce qu'on ne peut pas aller leur imposer ça. N'est-ce pas? Mon confrère tout à l'heure a posé le problème des IM. Il y a quelques années, on a voulu les reconvertir, le projet Manioc. Tout à fait. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a échoué. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. C'est vrai, nous voulons évoluer à l'image d'autres pays. Il n'y a rien à inventer. Les taxis compteurs en Côte d'Ivoire et autres, tout ça là, il y a l'aspect positif. Nous voulons le faire. Mais nous devons tenir compte aussi de nos réalités.
d'accord? Le Bénin ne vit pas les mêmes réalités que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres. Il y a certains problèmes on peut les rapprocher. Mais à d'autres niveaux, nous avons nos problèmes particuliers. Il faut tenir compte de nos réalités. Aujourd'hui, il a dit que, comment va être réglé le problème des îles? C'est le gagne-pain aujourd'hui des milliers de diplômés sans emploi, de jeunes, certains qui ont quitté la campagne. C'est vrai, ça crée beaucoup de problèmes, les accidents, la pollution de l'atmosphère. Ça aurait été bien qu'une nouvelle forme de transport, n'est-ce pas, puisse nous permettre de réduire la pollution atmosphérique, de limiter les cas d'accident et d'offrir une meilleure qualité de transport aux Béninois. Mais il faut aussi compter nos réalités. On ne peut pas le faire en fermant les yeux, en balayant du revers de main les réalités que nous vivons ici. Alors que deviendront les îles? Il faut penser à ça. Pour ceux qui sont dans le secteur même, n'est-ce pas, les conducteurs de taxi, les 300, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et les problèmes d'infrastructure qui se posent avec acuité. Le gouvernement passé, avec le président Boni Yahi, a pu faire quelque chose en matière d'infrastructure. Mais voyez-vous, les passages supérieurs, tout ça là, est-ce que tout ça a empêché les embouteillages? Vous voyez les heures de pointe, ce qui se passe aujourd'hui. Avec tous les véhicules venus de France que nous avons, les heures de pointe, vous voyez les embouteillages. Et aux heures de sortie, tout ce qui se passe. Maintenant, 300 véhicules. Et dans un deuxième volet, pour certains promoteurs, 10 véhicules. Dans la limite de 10 véhicules pour chaque promoteur et de 300 véhicules de manière globale. Tout cela viendra s'ajouter au nombre de véhicules qui circulent déjà. Alors que nous n'avons pas d'infrastructure digne de notre qualité. Les routes dégradées, les problèmes que nous avons, tout ça là. Donc, ça donne un peu raison à ceux qui disent qu'il faut aussi songer au plan d'urbanisation, de nos villes, n'est-ce pas? Et certains ont même proposé que est-ce que l'État, c'est pas mieux pour l'État de penser à la création d'une compagnie de transport, comme ce fut le cas à Abidjan, Sogia et autres, tout ça. Mais je crois que si tout cela doit marcher, il faut 100 routes. Vous voyez, les EM aujourd'hui, quand ils prennent les passagers, ils vont jusqu'au portail. Et il y aura des transporteurs qui auront leurs valises, leurs courriers. Est-ce que les taxis vont les déposer, à la limite de la rue pour qu'ils aillent à la maison? Vous voyez tout ça. Est-ce que c'est des taxis qui auront un seul passager, comme nous le voyons dans certaines villes africaines, ou c'est des taxis qui vont transporter 5 passagers? Il faut voir tous ces aspects. On va commencer par le plan d'urbanisation, parce que vous avez parlé de la qualité de nos routes. On va commencer par là. Cela permet la réussite du projet. Quand vous prenez pas dans les quartiers les plus chics en griffe de la ville de Cotonou, nous prenons la zone des ambassades. L'un des quartiers où résidaient les ambassadeurs accrédités au Bénin, il n'y a pas de route, il n'y a pas de rue pavée ou bien de rue. Il y a de nids de poules partout. Allez dans les cocotiers, au niveau des cocotiers à côté de nous, ou bien là où il y a Livingston, là, à la Rêve-Vive, en dehors de la rue principale, aucune rue n'est bien ce n'est pas Est-ce que ces facteurs-là, ces facteurs-là vont permettre la réussite, contribuer à la réussite de ce projet-là? Ce n'est pas à cause des charançons qu'on ne va pas manger le haricot, forcément. On va manger le haricot malgré la présence des charançons. Je dis, il faut que ce projet-là soit mis en chantier pour que l'on entreprenne un certain nombre de travaux. Parce que si nous disons, par exemple... Et si on finissait avec les travaux avant de lancer le projet? Non. On commence, moi je dis, je souhaiterais qu'on commence le projet et au fur et à mesure, ce qui est sûr, dès que ces taxis-là vont commencer, ils ne vont pas directement, on va leur tracer un certain itinéraire. Parce que ce sont des véhicules neufs. Moi je crois que le problème que ça arrête d'abord, c'est le problème de la pollution atmosphérique. Ça va régler ce problème-là. Deuxième chose, c'est vrai qu'on n'a pas de route, mais on va tracer l'itinéraire et c'est tellement que le gouvernement a un chantier de construire des routes. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez mettre... On a dit, le premier volet, c'est une expérimentation de 300 véhicules. Ça veut dire quoi? On s'est dit que dans l'exécution du projet, on sera confronté à des couacs. Et il faut avoir les moyens de les régler. Donc ces voies-là, il faut les régler. C'est vrai que c'est les zones résidentielles. Quand vous y allez, c'est pas la peine. Donc en voulant mettre sur chantier ce projet-là, ils ont certainement d'autres sous-projets. Parce que vous ne pouvez pas, à part les grandes voies qui vous mènent jusqu'à Calavi, quand le taxi va vouloir aller peut-être déposer un diplomate quelqu'un, ça va poser problème. C'est vrai qu'il y a les problèmes d'infrastructure. Et je me dis que certainement que quand le projet va commencer, l'État petitement va avoir les voies qu'il faut peut-être pas réparer par de nouvelles voies, on va peut-être remblayer un certain nombre de voies. Et c'est là que l'État fera appel à la municipalité de Cotonou. Parce qu'on ne peut pas gérer ce projet-là dans la ville de Cotonou sans associer la mairie. C'est impossible. Il faut associer la mairie. J'ai l'impression que
vous laissez de côté un pas essentiel de cette situation. Aujourd'hui, à certaines heures, dans la ville de Cotonou, c'est quasiment impossible de circuler en voiture. Vous savez? Oui. Très bien. Donc, comment pensez-vous que ces taxis-là puissent avoir l'espace nécessaire pour circuler et déposer en temps réel les passagers? Ça, c'est un problème énorme. Et le fonctionnaire qui doit être au bureau à 8 heures. À 8 heures? Non, vous savez, quand on veut aller au boulot à 8 heures, dans tous les grands pays, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Dakar, que ce soit au Ghana, l'embouteillage, il y en a. L'embouteillage, il y en a. Le problème qui va se poser là, c'est vrai que quand vous avez boulot à 8 heures, ce n'est pas à 7h45 que vous allez quitter la maison. Il faut d'abord qu'à ce niveau-là, qu'on donne une certaine indication. Quand vous devez prendre l'antenne à 7h, vous ne revenez pas à 7h moins 15. Déjà à 6h, vous êtes déjà au boulot. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire. Moi, je crois que... Je vous donne l'exemple déjà de ce qui se passe au niveau de Ouidonou jusqu'à l'université. Vous savez, déjà à 6h, vous avez le bouchon qui est monstrueux à ce niveau. Beaucoup d'invités viennent de Calavi et ne répondent pas à notre invitation, par exemple, dans les heures, rien qu'à cause de ça, même à moto. Pour régler le problème c'est impossible. Non, ce n'est pas pour régler le problème d'embouteillage à Cotonou. Oui. Il faut tracer de nouvelles voies, forcément. Il faut tracer de nouvelles voies. Il faut tracer de nouvelles voies. Mais le projet que le gouvernement est en train de mettre sur pied, les 300 taxis, on a dit c'est pour la mobilité urbaine. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont des difficultés à se déplacer. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas prendre Zim. Ils n'aiment pas prendre Zim. Et aujourd'hui, il n'y a plus de taxis. Il y a des gens qui n'aiment pas prendre les cars qui quittent parce que ces conducteurs-là ne sont pas sérieux. Donc, c'est peut-être régler le problème de ceux qui n'aiment pas prendre Zim et qui n'ont pas de voiture. Forcément, il y aura des difficultés dans l'application du projet. Il va y avoir des difficultés. Le gouvernement est conscient qu'il y aura des difficultés. C'est pourquoi ils ont dit 300, ce n'est pas pour Cotonou seul. C'est pour toutes les grandes villes. Peut-être pour la phase expérimentale. Oui, peut-être on va donner 50 à Cotonou, parce qu'il y a Parakou, il y a Porto Novo, il y a Natitengou, il y a Djougou, il y a les grandes villes. On va expérimenter d'abord. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on va corriger les difficultés. Forcément, nous-mêmes, nous savons qu'on n'a pas de route, il y a problème d'embouteillage, il y a problème les feux tricolores qui ne marchent pratiquement pas. Donc il va falloir que dans l'exécution de ce projet-là, qu'on mette une équipe en place pour suivre l'évolution du projet. Parce que si on ne suit pas l'évolution du projet, on risque de créer des problèmes. L'autre chose qu'il faut quand même dire aussi, tranquillement, Valentin, c'est pourquoi choisir forcément les voitures et pas les bus? Parce que dans certaines autres capitales, ce sont les bus, c'est les transports en commun. Puisque nous n'avons pas assez de routes ici à Cotonou, au lieu de faire la promotion des voitures, des taxis-villes, est-ce qu'on n'aurait pas pu aider plutôt certains autres opérateurs qui pensaient vraiment mettre des bus à disposition? Nous avons vu Ben Afrique dans la ville. Est-ce qu'on ne peut pas faire cette option-là? Ça n'a pas prospéré. Voilà. Non, vous savez, moi je dis, peut-être le projet de bus va arriver parce que vous allez voir, aujourd'hui, beaucoup de Béninois habitent les zones périphériques. Kokotomé, Kokokoji, ainsi de suite. Maintenant, les taxis, c'est dans la ville de Cotonou, par exemple, dans la ville de Porto Novo. Ça ne va pas sortir de ces villes-là. C'est tellement qu'on va promouvoir les bus. On a intérêt à promouvoir les bus. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des grandes difficultés. Les petits bus ne règlent plus les problèmes. C'est tellement qu'au niveau de Ben Afrique, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de la gestion, puisque c'était une structure privée. L'État, peut-être après cette phase des 300 taxis, va passer à l'état de bus. Parce que taxi, c'est dans la ville. Maintenant, il faut penser à ceux qui sont... Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez bien, beaucoup sont en train de quitter la ville de Cotonou. Parce que Cotonou est saturé. Tout le monde, comme on dit chez nous, chacun a acheté son carré et dans les zones périphériques. Maintenant, il faut que l'État mette en place les bus pour aider ceux-là. Moi, je connais des amis qui quittent Glo tous les matins ou bien qui quittent Kokokoji pour venir travailler à Cotonou. Ils viennent avec leur moto. Ceux qui quittent Porto Novo, ils font ce qu'on appelle le covoiturage. Donc, il va falloir que l'État, après ce projet de mobilité urbaine, qu'on pense à acheter des grands bus. Des bus solides, pas des bus recyclés. Parce que qu'est-ce qui tue les bus? Quand ce n'est pas des bus neufs, et que c'est des bus recyclés, très tôt, on fait le chichage et 2 mois après, les bus tombent en panne. Donc, je dirais, l'État n'a qu'à aussi encourager les opérateurs économiques à acheter de nouveaux bus. On leur offre la même facilité avec les banques, avec la douane, pour permettre à d'autres de sortir de la ville de Cotonou et de mettre en circulation les grands bus. Et comme ça, ça va régler un peu le problème. C'est vrai que quand tous les bus vont se mettre sur la voie, il y aura un embouteillage, mais ça va régler un problème de sécurité. Parce que le problème auquel moi je pense, c'est d'abord le problème de sécurité et le problème de l'environnement. Vous
savez, quand vous êtes sur les taxis moto, ce n'est pas évident que vous soyez en sécurité. Mais dans un taxi, 4 roues, je crois que vous êtes en sécurité. Vous êtes plus à l'aise. Lorsqu'on face à tout ceci. Face à tout ce que vient de dire mon confrère, j'approuve à certains aspects, mais je n'approuve pas d'autres. Et comme je l'ai dit, moi je n'ai rien contre. Par exemple. Je n'ai rien contre parce que j'ai dit dans mon introduction que les problèmes de transport se posent avec Acuité au Bénin depuis des années. Et on ne peut pas continuer par se taire. Un pouvoir sérieux ne peut pas croiser les bras et laisser les choses évoluer. On a dit rupture, on a dit nouveau départ. Donc il est de bon ton que le nouveau pouvoir réfléchisse pour apporter des solutions adéquates. Donc c'est une bonne chose, c'est un projet ambitieux. Moi je dis que c'est bien, puisque je l'ai dit également, que ça contribuera à réduire la pollution atmosphérique et ça va permettre également d'éviter les accidents et tout ça là. Mais la réalité est là. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on a parlé également d'une décision concernant la circulation des camions. Des gros porteurs. Tout à fait. Voyez-vous dans quelle précipitation cette décision qui a été prise. On en est où aujourd'hui? Qui est appliquée à demi-tête. On en est où aujourd'hui? Parce qu'il fallait que tous ceux qui sont concernés s'asseyent et réfléchissent. La mairie n'était pas associée à l'époque. Bon, donc moi je pense que ces genres de projets de décision, il faut prendre du temps et les mûrir. Sinon le problème est que moi j'ai des craintes pour la concrétisation. Pour la concrétisation et les résultats que l'État attend. Parce que, je dis, les difficultés sont là aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même si c'est 50 comme à Cotonou, si c'est 60 ou 70, ça va poser d'énormes problèmes. Ça pose d'énormes problèmes. Vous voyez, la circulation à Cotonou, c'est tout un problème aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'au préalable, tel que l'a dit tout à l'heure Moïse, qu'il faut commencer, c'est la phase d'expérimentation, et régler au fur et à mesure les problèmes. Je pense que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça prendra du temps. Et on risque de créer plus de problèmes aux Béninois que ce qu'ils vivent actuellement. Pourquoi on ne cherche pas à régler, par exemple, le problème des embouteillages? Parce que ça, c'est quand même... Ce n'est pas facile. Vous voyez le problème des feux tricolores. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Vous voyez la ville de Cotonou? Le problème des feux tricolores. Si c'était réglé, vous ne voyez pas que ça peut quand même contribuer à améliorer la circulation? Les feux tricolores, que ce soit à Sika, Toyota et ailleurs en ville, tous les feux sont pratiquement éteints. Et aux heures où ces feux-là devraient être fonctionnels pour permettre la bonne circulation, bon, ils sont éteints et les usagers se débrouillent tant bien que mal et avec tous les problèmes. Donc moi, je pense qu'il faut au préalable régler ces problèmes. Si les problèmes de feu sont toujours là aujourd'hui, on y met encore d'autres véhicules parce que tel que nous le disons, c'est bien. Avec les véhicules neufs, ça apportera quelque chose de bien, de nouveau. Mais est-ce à dire que si ces taxis-là arrivent, tous les véhicules de 10 ans, de 20 ans, qui sont en circulation, on va les retirer? Non, ils seront toujours là, ces véhicules seront toujours en circulation. Donc on va encore en rajouter. Ça risque de créer d'énormes problèmes. Donc c'est pourquoi je dis, ça on aurait pu le faire, mais en faisant au préalable des études. Parce qu'il faut prendre le problème dans sa globalité. Aujourd'hui, le problème de transport au Bénin, ce n'est pas uniquement les taxis. C'est vrai, l'intention, c'est bien, c'est une bonne intention, l'ambition, c'est bien, mais il faut prendre le problème dans sa globalité. Que ce soit les taxis, les gros porteurs, les IM, tout ce qui entre dans le secteur des transports là, il faut étudier, prendre le problème dans sa globalité et apporter des solutions adéquates. Et ne pas, bon, c'est bien, penser qu'avec les taxis, nous allons offrir une meilleure qualité de transport, assurer la sécurité, développer le tourisme. Je n'en disconviens pas, c'est vrai, ça va apporter quelque chose, mais il faut prendre ça dans sa globalité. Penser en même temps, tout en ayant cette bonne intention, cette volonté d'améliorer la qualité de transport, penser à la question des IM, c'est une réalité aujourd'hui. C'est trop facile de dire que les taxis viendront, les IM vont disparaître. Il faut tenir compte des IM, tenir compte des gros porteurs qui continuent de circuler, tenir compte des autres véhicules qui circulent, même des véhicules personnels. Il faut prendre le problème dans sa globalité, faire une étude, prendre du temps, mûrir et apporter les solutions convenables. Et l'équation des conducteurs de taxi moto communément appelés émigrants, comment la régler? Est-ce que ce projet-là va... Beaucoup de chômeurs, beaucoup de diplômés sans emploi dans ce secteur. Vous voyez? Non, moi je crois... C'est préoccupant. Je fais foi au gouvernement, comme le projet, ils ont annoncé le projet, certainement qu'ils ont pris leur disposition, parce qu'ils ne peuvent pas... Ils ont fait forcément une étude d'opportunité avant de lancer le projet. Le besoin existe, comme le besoin. Oui, le besoin existe. Maintenant, ils ont certainement un autre projet pour la reconversion des IM. Parce que vous savez, les émigrants, ce n'est pas un métier d'avenir. Ça ne vous garantit pas l'avenir.
Et il y a trop de risques dedans. Si il vous arrive de circuler le soir à Cotonou, vous voyez dans quelles conditions les hommes là dorment sur leur moto. Parce qu'il y a des gens qui quittent le village tôt le lundi matin, qui travaillent jusqu'au samedi. Et ils n'ont pas de maison, ils dorment au bord des voies. Qui n'arrivent pas à se doucher. Ils n'arrivent pas à se doucher. Cela pose aussi le problème d'insécurité. Forcément, pour retirer, on ne va pas retirer d'un seul trait les hommes de la ville de Cotonou. Non, ça serait impossible. Je dis, petit à petit, l'État va trouver un moyen de recaser les hommes. C'est vrai que parmi ces hommes, il y a des intellectuels. Il y a des gens qui ont étudié, qui ont leur diplôme. Par contre, il y a d'autres qui n'ont rien appris. Donc, on va peut-être trouver des projets pour les recaser. Parmi ces hommes aussi, il y a des gens qui étaient des conducteurs de taxi. On va peut-être les récupérer. On va peut-être faire appel à candidature. Ils vont faire un test. On va récupérer un certain nombre parmi eux pour les reconvertir en tant que conducteurs de taxi. Parce que je crois que le taxi sera propriétaire. L'État va mettre à leur disposition les moyens. Ils vont gérer leur propre taxi, quitte à rendre compte à qui de droit. Donc, forcément, le projet ne va pas plaire à tout le monde. On ne peut pas dire tout de go, il faut sortir tous les véhicules âgés de plus de 10 ans de la circulation, mais on va aller lentement. Moi, j'attends de voir le lancement du projet pour voir comment ce projet-là sera piloté. Moi, je dis, c'est sûr que dans les itinéraires qu'on va tracer, les gens n'iront pas directement dans les ruelles. Peut-être on va dire qu'on va tracer l'itinéraire, et c'est ceux qui empruntent l'itinéraire-là qui vont pouvoir prendre cet taxi-là. Et aussi, le coût. Est-ce que le coût sera accessible à tout le monde? Justement, c'est ça, un gros problème. Et là, c'est en deux volets. Moi, je voulais savoir, est-ce que les Béninois vont, laisser leurs habitudes? Parce que leurs habitudes, c'est quand même les immigrants. Tout à l'heure, vous en parliez, c'est des gens qui sont prêts à les amener jusqu'où ils veulent, ce qui ne sera pas le cas avec les taxis. Est-ce que vous voyez les Béninois adhérer à ce projet-là? Au début, ce taxi-là, seront réservés à une certaine classe d'année. Il faut être honnête. À l'élite. À l'élite, ce n'est pas pour toutes les bourses. Ceux qui ont l'habitude de prendre les aimes de 100 francs, ces taxes-là ne seront pas à 100 francs. Honnêtement, ces taxes-là ne seront pas à 100 francs. C'est les télétaxis. C'est pour une certaine élite. Dans certains pas de taxi compteurs. On peut dire, de Saint-Michel, par exemple, à Eden TV ici, c'est 500. Et je peux être seul, je peux être 500. On peut être 3. Non, de Saint-Michel à Eden TV, c'est pas 500, c'est au moins 1500. Nous sommes à Glodjigwe. Ok. Disons même 2000. Sur l'itinéraire, si je suis seul, je peux prendre vous 3. C'est-à-dire qu'on suit qu'on appelle le même itinéraire. Et je paye 2000 et chaque fois vous descendez. Il n'y a pas question que ça soit un itinéraire différent. Si je suis seul, je paye 2000. Si nous sommes à 3, nous payons 2000 pourvu que ça soit sur le même itinéraire. Qu'on ne dise pas au taxi. À 3, vous payez 2000 ou bien chacun paye 2000? Non, à 3. Le taxi concept, c'est comme ça. C'est prix unique. Je peux être seul, je paye 2000. On paye 3. C'est pas que chaque client vient, il dit son prix. Non. Nous sommes ensemble, c'est le même itinéraire. Donc, le prix est uniforme. Le prix est uniforme. Donc, il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y aura pas de surcharge. C'est sûr que c'est pour une certaine élite. Mais maintenant, si l'élite, le monsieur se retrouve, il est à 10 minutes ou à 15 minutes de la voie principale de sa maison. Il doit marcher de sa maison jusqu'à arriver au goudron avant de prendre le taxi. C'est ce que j'ai appelé. Le ZEM, il est partout. C'est ce que j'ai appelé. Vous le voyez devant votre. C'est ce que j'ai appelé les couacs qui sont. La satisfaction de la clientèle, comment ça va se passer? Moi, je parle d'études. Vous allez voir, ils vont mettre en circulation ces taxis-là. Le Béninois va continuer de sortir ses 100 francs, 150 francs pour prendre les aimes. Ces taxis-là n'auront pas assez de passagers. Je ne veux pas être pessimiste, mais je ne veux pas être non plus trop optimiste comme mon frère, mon confrère. Mais c'est pourquoi je dis il faut prendre le problème dans sa globalité et faire des études. Je ne dis pas que l'État, le pouvoir décider d'initier ce projet sans faire des études, mais je pense qu'il y a des préalables. Parce que je continue de dire qu'il faut tenir compte de nos réalités ici au Bénin. Si les problèmes ne sont pas réglés à certains niveaux, vous allez voir, ces taxis-là, on va les mettre en circulation. C'est réservé à une certaine classe. Même la classe dont vous parlez là, il y en a parmi ceux-là, les élites, qui vont préférer sortir 150 francs, 200 francs avec ZEM pour aller plus vite que d'aller prendre le taxi en question. La sécurité a un prix. Aujourd'hui, vous savez, je suis d'accord avec vous et moi, nous le savons. Mais pour les 60%, 70% d'analphabètes, ils ne réfléchissent pas. De la même manière. Pour eux, la sécurité a un prix. Mais combien de Béninois aujourd'hui... Mais là, l'État réfléchit à la place. Les ZEM ont le plus grand nombre de clients aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ceux-là, est-ce qu'ils sont, dites-moi, est-ce qu'ils sont vraiment conscients, préoccupés par leur sécurité quand ils prennent les ZEM?
Ça, c'est les problèmes de l'heure qui veulent régler. C'est pour cela que l'État réfléchit à leur place. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas mauvais. L'initiative est très bonne, louable. Ce n'est pas mauvais. Mais ce que moi je dis... Il y a les préalables. Les préalables. Et les préalables, il ne faut rien précipiter. Nous ne disons pas que... Parce que moi, je l'ai dit, j'ai dit qu'il faut régler... Il y a trop de problèmes dans le secteur des transports. Et l'État ne peut pas croiser les bras. C'est déjà une bonne chose que l'État y réfléchisse en initiant ce projet. Mais il faut que l'État fasse davantage. Est-ce que vous pensez à une politique intermédiaire qui laisserait peut-être les taxis faire leur travail, mais également les émigrants continuer et peut-être mieux... parce qu'au-delà des émigrants, il faut quand même poser ce problème. Il y a ceux qui vont à moto. Même les émigrants. Ceux qui ont leur propre moto et qui roulent à moto dans la ville. On parle de phase d'expérimentation. C'est justement ça. Ouais, je suppose qu'on donne 50 taxis à Cotonou. Ça va permettre de régler cette difficulté-là. C'est qui est sûr. On ne peut pas dire que c'est un projet qui sera sans difficulté, jamais. Même le gouvernement ne peut pas dire ça. Parce que déjà, on a des problèmes de route. Est-ce que les taxis vont rentrer dans les ruelles, passer dans l'eau? Tout ça là. Mais c'est une phase de transition. Le temps qu'on ne peut pas dire que dès demain on va supprimer les aimes, ce n'est pas possible. Même les topa, les bus qui quittent, on ne peut pas supprimer ça. Les taxis vont exister. Et forcément, c'est peut-être ceux qui ont le bureau au bord des voies, ceux qui vont prendre. Il y a des gens qui vont prendre, peut-être qu'ils n'auront pas suffisamment de clients. Mais pour un début, il y a des gens qui vont prendre, qui vont faire l'expérience. Et après, ceux qui vont constater que ça marche, petit à petit, on va trouver un moyen pour recaser les aimes. Parce que l'essentiel, si on supprime les aimes et qu'on ne les recase pas, le problème d'insécurité va revenir. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut moderniser et il faut mettre des gens au chômage. Non. C'est petit à petit. Au fur et à mesure qu'on évolue, on va trouver des solutions. Si on veut retirer, par exemple, les conducteurs de ZEM, c'est forcément qu'on doit trouver un grand projet qui prend en compte tous ceux-là qui n'ont pas de diplôme. Maintenant, ceux qui ont des diplômes professionnels, on doit leur trouver du travail. Donc, moi, je fais foi au gouvernement qu'en initiant ce projet-là, il y a d'autres sous-projets qu'on va développer pour permettre aux Béninois de vivre heureux. Moi, j'ai une préoccupation de forme. C'est un projet. C'est rattaché à quel ministère? Est-ce que c'est un privé? Si c'est un privé, est-ce qu'on a besoin de faire passer ce message dans le Conseil des ministres? Attendons de voir, puisque ce que nous avons lu dans le Conseil des ministres, c'est que pour le moment, le ministère d'État chargé du plan et du développement, le ministère des Finances et le ministère des Infrastructures et des Transports devront prendre les dispositions qu'il faut pour régler déjà les aspects techniques, financiers, administratifs liés au projet pour que ça puisse prendre, n'est-ce pas? Et également procéder à un renforcement des capacités de ceux qui sont concernés. Donc c'est les ministères qui sont cités. Maintenant, est-ce que des privés vont intervenir? Je ne sais pas. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que certains s'inquiétaient pour dire que est-ce que ce n'est pas une occasion encore pour offrir des marchés à des proches et autres, tout ça. Et je ne veux pas insister sur ces considérations parce que moi, je ne veux jamais juger d'avance. Voilà. Mais je veux croire la bonne foi du gouvernement qui sait qu'il y a des problèmes préoccupants pour le pays et il doit le faire parce que le Bénin a acquis aujourd'hui une certaine maturité. Et avec tout ce qui s'est passé, avec le gouvernement défunt, je crois que ceux-ci, parce qu'il ne s'agit pas de diaboliser, de dire que toute la gestion du pouvoir de Yahya Boni est mauvaise. D'accord? Il y a beaucoup de choses que nous avons reprochées, il y a de mauvaises choses, il y a des choses que nous avons dépréciées, mais il y a également un effort qui a été fait. Donc il s'agit pour ce gouvernement de continuer. L'État a une continuité et de faire mieux. Parce que quand on parle de rupture de nouveau départ, ça suppose qu'on est venu pour faire mieux que les autres. Donc dans ces conditions, la question du transport est une question primordiale qu'il faut régler pour assurer le développement du Bénin, comme bien d'autres questions. Donc moi, je suis d'accord que le gouvernement y ait pris ça au sérieux. Vous voyez tout ce qui se passe dans la ville de Cotonou. Mais maintenant, il faut se donner les moyens et se donner aussi du temps, mieux réfléchir pour concrétiser et réussir ce qu'on a décidé. Ce que moi, je n'ai jamais accepté, c'est décider dans la précipitation. Vouloir bien faire, vouloir changer pour changer, commencer les rétropédalages, revenir pour reprendre, ça, je n'ai jamais aimé ça. C'est cela. Voilà. Non, moi, je suis convaincu que... On est en train de conclure. Oui, avec les différents commentaires suscités par ce projet-là, le gouvernement à l'écoute, puisqu'on n'a pas encore acheté les véhicules, qu'il faut d'abord entrer en partenariat avec... Qui va acheter ces véhicules? Non, on a dit qu'il faut entrer d'abord en partenariat avec les banques, il faut entrer en partenariat avec les concessionnaires, parce que les véhicules doivent être de même type. Ça veut dire quoi? Qu'il faut trouver une société, un concessionnaire qui pourra vous livrer
Autant de véhicules à la fois. Autant de véhicules. Il y a certains déjà qui sont en circulation. Non, je ne sais pas si c'est le même projet. Je ne sais pas si c'est le même projet parce que je vois des taxis qui circulent déjà. Je ne sais pas si c'est le même projet. Mais ces taxis-là ne sont pas du même type. Donc, forcément que ces 3 ministères-là, ils vont mettre un conseil interministériel. Ils vont prendre toutes les discussions possibles parce qu'on n'a pas encore donné une date de lancement du projet. On a jeté l'idée. Forcément, c'est un ballon d'essai. On va recueillir les commentaires, on va recueillir les avis pour voir s'il ne faut pas refaire les projets. Ce qui est sûr, moi j'ai demandé aux transporteurs, ceux qui ont les moyens, de commencer par se regrouper dans ce qu'on appelle groupe d'intérêt économique. Parce qu'on a dit aucun individu ne doit aller au-delà de 10 taxis. Donc qui commencent par se mettre ensemble pour voir quel pas ils vont prendre. Parce que s'ils ne se mettent pas ensemble, il leur sera difficile d'aller en rang dispersé. Merci à vous. Alphonse Moïse Soudé, je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Soleil FM. Et bien évidemment, Eloge Galaro, il est le directeur de publication du journal Grand Matin. Nous parlions de cette flotte de taxis civils à Cotonou. Pour quel intérêt? Les intérêts sont nombreux, multiples et multiformes, mais il y a des problèmes, des préalables à résoudre. Par exemple, le circuit routier, on va dire, les infrastructures routières et également ce qu'il faut pour la conversion de la grande armée des émigrants qui continue quand même de rendre service à cette population, même si les accidents les guettent jour et nuit à tous les coins de rue. Tout ceci devra se faire dans une bonne intelligence à travers des études, mais également à travers la mise en commun des forces. Nous espérons simplement qu'on saura identifier les problèmes, les régler pour que ce projet puisse porter ses fruits. Merci à vous. C'était donc le débat sur Eden Télévision et Diaspora FM. Si vous venez de nous rejoindre, allez sur nos différentes plateformes numériques pour suivre d'RCF ce débat. www.bene-eden.tv ou www.bene-radio-diaspora.fm. Matin d'Eden se poursuit.
Wikpo, c'est un artiste de la chanson du Bénin. Il nous proposait le titre Sekosa pour votre plaisir. On vous a servi la revue des unes des journaux présentée par Ibrahim Ourouna. Vous avez suivi également la revue de presse internationale. On a parlé notamment de l'élection aux États-Unis, l'acte final ouvrant la voie pour la Troisième République en Côte d'Ivoire, posé par le président Alassane Dramane Ouattara. On a fait le point de l'actualité au plan national dans le bulletin de l'information avec Antoinette Sagbo. Vous avez suivi également la rubrique Pousser la chansonnette avec Mouriago. À l'instant, débat fait croiser qui vient de s'achever à l'instant avec deux invités, deux confrères. Alphonse Moïse Souli, il est journaliste à Radio Soleil FM, Eloge Gandaro, journaliste et directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. On décryptait le thème, une flotte de Tarciville à Cotonou, pour quel intérêt? Mais avant, les deux invités ont décrypté, ont analysé à mi-parcours l'actualité aux États-Unis. C'était donc Matin d'Eden. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision et Diaspora FM. Soyez zen sur nos antennes. À bientôt.